Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie C, qui est la puissance américaine dans un monde en réseau. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on remarque un avantage très net des Américains dans le développement des réseaux, parce que finalement, ils sont au cœur de ces réseaux. Par exemple, si on parle du réseau Internet, on remarque que les États-Unis disposent du plus grand nombre de data centers. Également, la plupart des flux Internet, finalement, ils passent par les États-Unis. On estime que près de 70% des flux Internet passent par une seule ville, qui est la Pennsylvanie. En fait, déjà, très rapidement, les États-Unis, ils vont prendre conscience qu'ils dominent les réseaux, déjà dès les années 2000. Et c'est pourquoi, donc, dès les années 2000, les États-Unis vont commencer à arsenaliser les réseaux, c'est-à-dire qu'ils vont user des réseaux pour espionner, pour récupérer des informations. Par exemple, en 2007, il va y avoir la NASA qui va développer des grands programmes d'espionnage qu'on appelle les programmes PRISM. Puis en 2008, il va même avoir une loi qui oblige les GAFAM à collaborer avec les États-Unis. Euh, Également, les États-Unis vont pratiquer finalement des blocages d'accès, surtout après les attentats du 11 septembre. Par exemple, ils vont couper la Corée du Nord du financement mondial. Euh, une autre un autre réseau que les États-Unis vont utiliser, c'est les réseaux financiers. En fait, les États-Unis ici vont utiliser leur domination du dollar. Par exemple, en 2018, on recense près de 1500 acteurs qui vont être ciblés par des sanctions américaines parce qu'ils utilisent du dollar. Les États-Unis vont également utiliser le rôle de SWIFT. En fait, SWIFT, c'est une société privée belge qui a donc créé le système bancaire. SWIFT, c'est près de 80% des communications interbancaires. Déjà, dès 2001, les États-Unis vont faire pression donc sur SWIFT pour lutter contre le terrorisme. En 2012, les États-Unis ils vont également obtenir de SWIFT qu'il débranche l'Iran. Et en 2014, il va y avoir la Russie qui va être menacée d'être coupée de SWIFT. Et ça, ce sera effectif en 2022. Ainsi, la pression des États-Unis sur les réseaux financiers sont un véritable exemple de l'arsenalisation des interdépendances. Puis une autre stratégie que va mettre en place les États-Unis, ça va être une stratégie de lawfare, c'est-à-dire on va instrumentaliser ou on va faire une guerre autour du droit, par exemple en 2010 il va y avoir la loi Dodd-Frank qui va imposer une obligation aux banques pour renforcer leur solidité financière. Ça va d'abord être appliqué aux banques américaines, puis ça va être étendu aux banques étrangères. Puis en 2010, on va avoir une loi sur l'évasion fiscale qui est la FATCA, qui va obliger les banques mondiales à communiquer le nom des citoyens américains qui ouvrent un compte pour ainsi mettre fin au secret bancaire. Puis en 1900 et un peu plus tôt en 1977, on avait eu la loi FCPA pour lutter contre la corruption et favoriser les FTN américaines. Ainsi, dans l'arsenalisation finalement des réseaux, les États-Unis sont clairement les leaders, que ce soit dans la finance ou encore Internet. Mais finalement, cette pratique d'arsenilisation des réseaux, elle est souvent inefficace. Par exemple, l'Iran a trouvé des systèmes alternatifs et on estime que près de un tiers finalement des sanctions lancées au XXIe siècle par les États-Unis ont été euh, efficaces. Ensuite, cette arsenalisation menée par les États-Unis, elle entraîne des critiques par d'autres États, parce que ici les États-Unis paraissent comme une puissance déstabilisatrice qui entrave les autres et pousse les autres à faire pareil. Et c'est pourquoi beaucoup d'États sont tentés de se découpler, du système du réseau américain, et d'autres États vont essayer de développer des réseaux parallèles qui échappent donc au contrôle des États-Unis.
Alors maintenant on va passer à la partie D qui est soft power et diplomatie publique. Alors le soft power c'est une notion qui a été définie par Joseph Nye en 90. En fait c'est le soft power, ça menait les autres à faire ce que vous voulez par l'attraction plutôt que par la coercition. Le but donc ça va être par ces stratégies de puissance d'influencer par la diplomatie, par les organisations internationales, dans la promotion véritablement de son modèle culturel. Mais finalement, ce soft power, il n'a rien de très nouveau. Ça a été finalement le cas de tout temps. Dès le 19e siècle, la France était même déjà une puissance culturelle. Mais le problème de ce soft power, c'est que déjà c'est une notion très ambiguë. On a souvent du mal à distinguer le soft et le hard power. C'est un peu ce que va dire François Heisbourg dans son livre Le temps des prédateurs en 2020. En fait, François Heisbourg il va affirmer que la différence entre le soft power et le hard power devient rapidement oiseuse. En effet, ce qui est perçu comme du soft power par un pays, par exemple la promotion de sa culture, peut être vu comme une forme de pression ou d'ingérence. Donc ici, ce serait le soft power pourrait se confondre avec du hard power. Et une autre chose, c'est que les résultats du soft power sont souvent difficiles à quantifier. Par exemple, on remarque un déclin de l'influence des États-Unis dans le monde, et pourtant leur culture est largement prédominante dans le monde entier. En tout cas, le soft power, ça va rester un outil majeur de la puissance des États-Unis. En 2023, les États-Unis sont clairement en tête dans l'utilisation de cette puissance, avec toujours une promotion de leur American Way of Life, donc ce mode de vie de référence mondiale qui est surtout adopté par les classes moyennes et qui était propagé en Europe dès les années 60. En fait, les États-Unis arrivent à autant propager donc leur modèle parce qu'ils ont une industrie culturelle très performante, par exemple Hollywood, une grande influence également de la musique pop. On a des grandes plateformes comme également Netflix qui ont près de 250 millions d'abonnés et qui vont permettre de diffuser les valeurs et les modes de vie américains. Ensuite, on remarque que les États-Unis disposent de fortes institutions éducatives, comme des universités de renommée mondiale, comme le Harvard, le MIT, qui vont attirer des étudiants étrangers et diffuser finalement l'influence intellectuelle des États-Unis. On va avoir aussi l'impact des géants technologiques comme Apple ou Google. Et également une autre chose, ça va être le fait que les États-Unis disposent du deuxième réseau diplomatique mondial avec une grande influence sur les organisations internationales. Ainsi, le siège de l'ONU, de la Banque mondiale ou encore du FMI sont tous aux États-Unis. Une autre chose, ça va être également un véritable développement de la philanthropie aux États-Unis. C'est déjà le cas dès le début du 19e siècle avec des fondations très célèbres comme la fondation Carnegie ou la fondation Rockefeller. Et aujourd'hui, on a par exemple le développement de nouvelles fondations comme la fondation Bill Gates. Et ce soft power, il va être accentué par une forte implication de l'État. Déjà en 1953, on a eu la création de l'USIA, qui est l'United States Information Agency, donc par le gouvernement Eisenhower pour une organisation d'événements culturels. Puis un peu plus tard, on a eu l'USAID, qui est l'United States Agency for International Development, pour aller aider les pays pauvres. Mais cependant, en fait, dans les années 90, l'État américain il va décider que les FTN privées sont assez fortes pour étendre le software américain. Donc on va mettre fin déjà à l'USIA en 99. Et puis après les attentats du 11 septembre, on va avoir le redéveloppement de programmes culturels avec cette fois l'utilisation d'Internet pour diffuser une véritable diplomatie publique. Et par exemple aujourd'hui on remarque que Trump utilise très régulièrement Twitter.